Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire 2024 du cycle Tous Mobiles. Vous êtes au bon endroit. Nous allons discuter ZFE et mobilité solidaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire du cycle 2024. Je vous rappelle qu'il s'inscrit dans le cadre de la démarche Tous Mobiles, lancée fin 2020 par le Laboratoire de la mobilité inclusive avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, dans ce 14e épisode, un des sujets qui cristallise les débats sur les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux de la transition écologique, à savoir les zones à faible émission. Et donc, nous avons intitulé cet épisode d'aujourd'hui « ZFE et mobilité solidaire, l'heure des transformations ». La mise en place des ZFE dans les 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants pose la question de leur accès, en particulier pour les habitants les plus précaires des communes périurbaines et rurales qui possèdent les voitures classées comme les plus polluantes. Au-delà des contraintes qu'elle génère sur les véhicules les plus polluants et des mesures qui commencent à y répondre, comme le bonus écologique ou la prime à la conversion, les ZFE doivent pousser les acteurs de la mobilité solidaire à se transformer. Et c'est toute la filière des acteurs qui est concernée. Les habitants, d'abord, qui doivent s'engager dans des changements durables de leur mobilité, mais aussi les structures publiques et privées qui les accompagnent vers des solutions alternatives à la voiture. Alors, comment transformer une mesure contraignante en une opportunité pour repenser la mobilité à plus long terme et limiter les impacts sociaux? En plus des aides financières et de la question du reste à charge, quels types de dispositifs peuvent être mis en place pour expliquer les ZFE, faire de la concertation avec les habitants et accompagner les plus fragiles d'entre eux? Et d'une manière plus générale, peut-être quelle politique, quelle collaboration entre les acteurs pour rendre nos villes plus inclusives? C'est à ces questions que nous allons essayer d'apporter des pistes ou des débuts de réponse ensemble, à travers notamment des exemples d'initiatives, vous allez le voir. Alors, au programme cet après-midi, pour ouvrir ce rendez-vous, Floriane Sauvage, chef de projet ZFE à la Direction générale de l'énergie et du climat, nous rappellera les objectifs, le cadre réglementaire et les dispositifs d'aide nationaux pour la mise en place des ZFE. Une deuxième séquence, ensuite, sera consacrée à des témoignages de collectivités qui ont imaginé des mesures d'accompagnement spécifiques. Et nous écouterons Camille Rieux, chef de projet ZFE à la Direction de la transition énergétique et de la qualité de l'air à Grenoble-Alpes Métropole, et Nicolas Boer, qui fait partie de l'unité d'accompagnement et de développement des mobilités du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Nous présenterons les parcours d'accompagnement proposés selon les publics pour aider au changement de mobilité. Nous aurons ensuite le témoignage de Zoé Finchot, chef de projet ZFE à l'Eurométropole de Strasbourg, qui nous parlera des actions mises en place et en particulier du travail des ambassadeurs de mobilité dans les QPV. Ensuite, nous ferons un focus particulier avec Jade Charbonnier, consultante chercheuse au cabinet Auxilia, sur l'exploration famille ZFE, qui est en cours depuis un petit peu plus d'1 an, et qui vise à mieux comprendre par l'expérimentation les impacts sociaux des ZFE pour en tirer des enseignements. Enfin, nous donnerons la parole pour une conclusion et une mise en perspective à Daphné Chamard-Terlinck, responsable mobilité inclusive au Secours catholique. Comme tous nos précédents webinaires, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce numéro en replay sur la chaîne YouTube du laboratoire, du LMI. Et puis, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions à nos intervenants par écrit, via le chat que vous trouvez dans la fenêtre de navigation. Et nous aurons plusieurs temps d'échange après chacune des séquences pour des questions-réponses avec nos participants. Et c'est Sandrine de Boras, chef de projet innovation chez Transdev et pilote du groupe de travail Tous Mobiles, qui se chargera de synthétiser et de relayer les questions auxquelles nos intervenants répondront.
Eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite avec une première intervention. Bonjour Florian Sauvage, vous êtes chef de projet ZFE à la Direction générale de l'énergie et du climat. Et pour entrer en matière, vous allez nous rappeler les objectifs, le cadre réglementaire de mise en place des ZFE et le calendrier et les grandes mesures d'accompagnement du dispositif national. Bonjour à tous, merci Pierre. Donc oui, peut-être en préambule, rappeler que l'objectif des zones à faible émission, c'est d'améliorer la qualité de l'air en ville, puisque le trafic routier est responsable est la principale source d'émissions d'oxyde d'azote et puis émet aussi des particules. Et en France, on s'aperçoit que ces dernières années, on a une amélioration globale de la qualité de l'air, mais qu'elle reste toujours un enjeu de santé publique majeur, avec 40 000 décès prématurés par an qui sont liés aux particules et 7 000 décès prématurés par an liés aux oxydes d'azote. Et malgré des efforts menés sur tous les secteurs, et pas que le secteur routier, en faveur d'une meilleure qualité de l'air, l'air extérieur reste toujours impacté et les valeurs limites qui sont fixées actuellement à la fois au niveau européen et français sont dépassées, alors principalement dans quelques grandes agglomérations et avec des variations suivant les saisons, les conditions météorologiques et les conditions également topographiques. Des contentieux sont en cours. L'État français est sous contentieux vis-à-vis de l'Union européenne et du Conseil d'État pour des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air, avec des astreintes régulières qui ont été mises en place par le Conseil d'État. Et puis, je vous disais, des actions sont engagées dans tous les secteurs émetteurs et pas que au niveau des zones à faible émission. On a notamment des actions fortes aussi sur le chauffage au bois, par exemple. Donc, au niveau national, avec le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques et au niveau local, avec la prise de plans de protection de l'atmosphère, notamment. On peut passer à la slide suivante. Donc, en 2021, l'Organisation mondiale de la santé a publié des nouvelles valeurs guides avec un abaissement conséquent des valeurs pour l'oxyde d'azote et les PM2,5, donc les particules fines. Et donc, actuellement, en France, la valeur réglementaire pour le NO2, c'est 40 microgrammes par mètre cube. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande d'atteindre 10 microgrammes par mètre cube pour une bonne santé, en fait, pour des questions sanitaires. Et de même pour les PM2,5, donc de passer de 25, la réglementation actuelle, à 5 microgrammes par mètre cube. La Commission européenne a dans le même temps engagé un processus de révision de la directive qualité de l'air ambiant et envisage donc pour 2030 de fixer des nouveaux seuils et de s'aligner sur des jalons intermédiaires proposés par l'OMS. Donc, la valeur, par exemple, pour le NO2 en 2030 devrait être de 20 microgrammes par mètre cube, soit une division par 2 des normes réglementaires actuelles. Et on peut voir, donc c'est un peu petit, mais vous pouvez voir sur les cartographies ci-dessous, si la Commission européenne prend effectivement ces valeurs, adopte ces valeurs seuil pour 2030 et qu'elles sont ensuite transposées en France. Voilà, à partir des données de mesure 2021, l'ensemble des zones en rouge qui dépassent ces nouvelles valeurs réglementaires. Donc, on voit qu'il y a un nombre conséquent de zones géographiques qui pourraient être concernées par des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air si elles étaient abaissées à 2030. On peut passer à la slide suivante.
Donc la ZFE, elle a vraiment été, c'est un outil qui est en place en Europe depuis 1996. Elle a été imposée en France pour, à la base, une dizaine de territoires avec la loi d'orientation des mobilités, et puis étendue avec la loi climat et résilience à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et l'objectif de cette ZFE, donc, c'est de protéger la santé des populations dans les zones denses, donc dans les grandes agglomérations françaises, en restreignant la circulation des véhicules qui sont identifiés comme les plus polluants en termes de polluants atmosphériques, donc c'est-à-dire l'oxyde d'azote et les particules fines principalement. Cet outil, la zone à faible émission, l'objectif, c'est qu'elle améliore la qualité de l'air à travers à la fois un report modal, donc un usage moindre de la voiture pour se reporter vers les vélos, la marche, les transports en commun, le covoiturage, l'autoportage. Et un second levier important, c'est également celui du renouvellement des flottes des véhicules avec leur verdissement vers des véhicules moins polluants. Voilà, donc cet outil, donc, on le verra juste après, la loi définit un cadre minimal de mise en place des zones à faible émission dans les territoires et un certain nombre de paramètres, de modalités de la ZFE sont à la main de la collectivité territoriale, qui peut tenir compte des spécificités locales, de la caractéristique géographique, de la localisation des populations, de l'existence de solutions de mobilité alternatives sur le territoire pour moduler et fixer les règles de la zone à faible émission. Donc la zone à faible émission, elle est modulable avec à la fois des paramètres de temporalité. Les restrictions peuvent être actives 24 heures sur 24 ou qu'en semaine, par exemple. Elle peut définir un périmètre géographique. Elle peut décider des catégories de véhicules concernés et elle peut mettre en place des dérogations locales pour les usages qu'elle considère nécessaires et lorsque les restrictions peuvent poser des difficultés, notamment sur des véhicules qui ne pourraient pas être disponibles dans les critères autorisés. Et donc, en dernier point, vous avez les articles concernés, mais on peut passer effectivement rapidement. Donc la loi, elle distingue 3 cas. Les agglomérations qui sont en dépassement régulier des normes de qualité de l'air, régulier, c'est-à-dire plus de 3 années en dépassement sur les 5 dernières années, que ce soit pour le NO2 ou pour les particules fines. Ces territoires, le ministre les a nommés l'été dernier territoires ZFE parce qu'elles ont un cadre légal qui est un peu plus contraint que celles qui sont sans dépassement régulier des normes de qualité de l'air, mais qui sont néanmoins au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, cette deuxième catégorie, le ministre les a nommés l'été dernier territoires de vigilance. Néanmoins, ces territoires de vigilance, ils doivent aussi mettre en place une zone à faible émission, mais dont l'imposition, les obligations définies par la loi sont beaucoup plus souples. Et enfin, en dessous des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas d'obligation de mettre en place une ZFE et actuellement, la seule agglomération de plus de 150 000 habitants qui est concernée, c'est Saint-Nazaire qui, du coup, n'a plus l'obligation de mettre en place une ZFE. Et ce qu'il faut noter, c'est que chaque année, les résultats de qualité de l'air de l'année précédente sont connus et peuvent faire évoluer ces catégories et la situation de chaque agglomération, et donc leurs obligations vis-à-vis de la loi.
Et puis enfin, juste pour rappeler qu'il y a aussi pour les agglomérations la possibilité de déroger à l'obligation de mettre en place une ZFE si elle démontre par une évaluation modélisée que les actions qu'elle met en place sont aussi efficaces qu'une zone à faible émission dans des délais plus courts ou similaires. Actuellement, aucune dérogation n'a été actée et 5 territoires envisagent plutôt cette voie actuellement. On peut passer à la slide suivante. Du coup, je vous le disais, donc le 10 juillet, le ministre a présenté une sémantique pour définir les 2 catégories qui sont définies par la loi. Donc les agglomérations en France métropolitaine de plus de 150 000 habitants qui ne sont pas en dépassement régulier des normes de qualité de l'air, mais qui sont au-dessus des normes OMS. Donc 37 agglomérations sont concernées, qu'on nomme territoire de vigilance. Et pour ces 37 agglomérations, la collectivité doit mettre en place une zone à faible émission au plus tard avant fin 2024. Et elle décide de l'ensemble des modalités de la ZFE, à l'exception d'une exigence à respecter, c'est celui du périmètre de la zone à faible émission qui doit couvrir au moins 50% de la part de population donc de l'EPCI le plus peuplé, c'est-à-dire dans la majorité des cas la métropole, qui réside dans le périmètre de l'agglomération. C'est la seule exigence en plus de mettre en place une zone à faible émission. Donc, une zone à faible émission, c'est-à-dire au moins une restriction d'une catégorie de véhicules au choix. Et la loi ne lui impose pas de calendrier minimal de restriction, sauf celui pour la première restriction qu'elle devra mettre en place au plus tard fin 2024. Et puis la deuxième catégorie, donc c'est les agglomérations qui sont en dépassement régulier des normes de qualité de l'air. Aujourd'hui, 5 agglomérations sont concernées sur la base des données 2018-2022. Les données de 2023 devraient être connues ce premier semestre. Et donc les 5 agglomérations concernées, c'est Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg actuellement. Les zones à faible émission sont déjà en place au droit de ces 5 agglomérations. Et donc, la loi indique trois exigences. Donc, toujours cette exigence concernant le périmètre de la zone à faible émission, des restrictions qui doivent concerner à minima les automobiles et les véhicules utilitaires légers, et un calendrier minimal de restrictions à respecter uniquement pour les automobiles, qui était de mettre en place des restrictions pour les véhicules non classés, les automobiles non classés et les automobiles critère 5 au 1er janvier 2023, les automobiles critère 4 au 1er janvier 2024 et les automobiles critère 3 au 1er janvier 2025. Donc là, aujourd'hui, ces 5 agglomérations en sont à l'étape des restrictions critère 4 et plus. On peut passer à la slide suivante. Donc, vous voyez sur cette cartographie l'ensemble des zones à faible émission actuelles ou prévues d'ici la fin d'année. Donc, en bleu, vous avez toutes celles qui sont en vigueur, avec en triangle bleu celles qui sont en dépassement régulier des normes de qualité de l'air et qui doivent respecter le calendrier minimal de restriction prévu par la loi. Et en jaune, toutes les zones à faible émission à venir. On peut passer à la slide suivante. Donc, quelles conditions de mise en œuvre d'une zone à faible émission? Donc, la collectivité qui est en charge de la réalisation de la ZFE, elle doit réaliser une étude réglementaire qui comprend l'étude de plusieurs scénarios de la ZFE, une évaluation des impacts en termes de qualité de l'air, et elle comprend également une étude socio-économique. Ensuite, elle doit élaborer un projet d'arrêté. Comme ce projet d'arrêté, il va définir quand la ZFE va entrer en vigueur. Donc, au plus tard, elle doit entrer en vigueur en fin d'année 2024.
Cet arrêté va définir le périmètre géographique de la ZFE, quel est le périmètre couvert et dans lequel les restrictions s'appliquent, les véhicules qui vont être concernés par les restrictions, à la fois s'il s'agit d'automobiles, de véhicules utilitaires, de poids lourds ou de deux roues, et quelles classes critères vont être concernés, les éventuelles modalités horaires, s'il existe une période pédagogique, sachant que à partir du 1er janvier 2025, il ne pourra y avoir de période pédagogique pour de nouvelles ZFE, sauf, il pourrait y en avoir pour des restrictions particulières, mais à minima, une restriction devra être en vigueur de façon ferme. Et au sein de cet arrêté, les dérogations locales sont définies et parmi les dérogations, la collectivité territoriale a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un pass ZFE, c'est-à-dire une possibilité pour un conducteur, quel que soit le véhicule qu'il conduit, de pouvoir entrer un certain nombre de fois dans la ZFE. Pour les voies du réseau public routier national ou départemental, si la ZFE doit couvrir certaines de ces voies, alors l'accord de l'autorité concernée doit être demandé. Et ensuite, dans le processus de réalisation de la ZFE, l'avis des parties prenantes est obligatoire avec un délai de 2 mois et le public est consulté sous un délai d'au moins 3 semaines. Et enfin, concernant la mise en œuvre, donc une fois la ZFE décidée, l'arrêté est publié avec une entrée en vigueur qui peut être immédiate ou différée. Une campagne d'information locale est réalisée durant au moins 3 mois et puis va informer les usagers de la ZFE sur le périmètre de celle-ci, sur les véhicules concernés et sur les solutions de mobilité alternatives sur le territoire et dans le périmètre. Pour qu'elle soit mise en œuvre, pour qu'elle soit effective, cette zone à faible émission, des panneaux de signalisation vont être installés. Une stratégie de contrôle extension sera décidée par la collectivité territoriale et une évaluation de ce dispositif est prévue au moins tous les 3 ans. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous présente le portail Mieux respirer en ville. C'est un portail qui a été lancé à l'automne 2023 suite à la concertation nationale réalisée sur les ZFE au 1er septembre 2023. C'est un portail qui a vocation à renseigner sur les zones à faible émission, mais aussi de façon plus générale sur les solutions de mobilité qui peuvent accompagner et faciliter la mise en place de ces zones à faible émission. Il est à destination de tous les usagers la version sortie en octobre est une première version qui a vocation à s'enrichir de services et d'informations jusqu'à fin 2024. On peut passer aux slides suivantes. Du coup, voilà, je vous le disais, donc il est à destination de tous les usagers et vous avez des pages profils suivant que vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité ou un partenaire. Plusieurs fiches pratiques aussi par thématique, avec la possibilité d'aller commander sa vignette critère, de pouvoir simuler un trajet. Donc le simulateur de trajet, ça vous permet via ZFE Green de pouvoir renseigner votre véhicule, votre vignette critère et pouvoir visualiser dans quelle ZFE vous pouvez accéder ou à quelle dérogation vous pouvez prétendre. Et puis ce site renvoie vers les différents sites des collectivités territoriales qu'elles ont mis en place sur leur zone à faible émission. Et enfin, vous avez une foire aux questions également qui est assez complète sur les zones à faible émission, sur le portail Mieux respirer en ville. En parallèle, le 14 octobre, la campagne Changeons d'air, changeons de mobilité a été lancée. Donc, c'était une diffusion à la fois en radio, presse et digital avec des communications sur
sur les ZFE, sur la qualité de l'air en ville et sur les solutions de mobilité alternative, actives et partagées. Et vous pouvez retrouver les kits de communication alors, il y a une petite coquille sur le portail Mieux respirer en ville. Vous pouvez retrouver ces kits de communication. Je crois que j'ai une dernière slide. Voilà, vous retrouverez sur cette slide les différents accompagnements mis en place par l'État pour pouvoir soutenir le développement des mobilités alternatives et accompagner le déploiement des ZFE, notamment avec le Fonds vert qui a une mesure dédiée sur le déploiement des zones à faible émission. Avec des projets qui vont pouvoir concerner spécifiquement l'inclusion de tous avec la possibilité de financer des actions d'aller vers, par exemple, ou des campagnes d'information. Le Fonds vert aussi et deux autres mesures peuvent permettre de faciliter la mise en place des ZFE, c'est la mesure covoiturage et la mesure ingénierie. L'État, en parallèle, a mis en place, donc on l'a cité tout à l'heure, plusieurs aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants avec le bonus écologique, la prime à la conversion et la prime au rétrofit qui sont bonifiées en ZFE, le microcrédit véhicule propre pour les personnes qui sont exclues du système bancaire classique, le prêt à taux zéro mobilité qui a été prolongé jusqu'en 2025. C'est une expérimentation sur les 5 territoires en dépassement régulier de la qualité de l'air. Et depuis fin 2023, mon leasing électrique, qui est un leasing social qui permet de louer un véhicule à 100 € ou moins. Les programmes et opérations standardisées des certificats d'économie d'énergie permettent aussi d'accompagner le déploiement des mobilités alternatives. Et je vais citer notamment le programme Teams qui offre des solutions d'écomobilité pour les populations en situation de précarité dans les territoires. Et enfin, l'État accompagne largement le déploiement des mobilités actives et partagées avec le plan covoiturage, le plan vélo et marche ou encore le plan d'avenir pour les transports qui comprend un gros axe ferroviaire. Voilà, je crois que c'était ma dernière slide, Pierre. Merci Floriane pour cette première présentation du dispositif réglementaire assez complète, des outils d'information du portail national et des grands dispositifs d'aide. Ça, c'est une bonne synthèse pour s'y retrouver à travers ces slides. Du côté des participants, Sandrine, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ? Oui, on a 2 questions. Une première question sur la question des seuils qu'on retient pour déterminer si un territoire rentre ou pas en zone ZFE, avec une interrogation qui fait aussi qu'il y a parfois des incompréhensions. La question, c'est comment expliquer que d'un côté, on retienne le seuil actuel pour les ZFE actuels de 40 mg et que pour les prochaines, on retienne le seuil plutôt de l'OMS, qui en plus n'a pas qui n'est pas une référence réglementaire. Puis après, on a une autre question qui est plutôt une question de calendrier sur un territoire en particulier. Alors du coup, oui, c'est une très bonne question. Actuellement, la loi climat et résilience, sans tenir compte des seuils, elle impose à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone à faible émission. Et aux agglomérations qui dépassent le seuil de 40 microgrammes par mètre cube, des modalités un peu plus contraignantes pour pouvoir arriver plus vite à respecter ces seuils réglementaires. Et le seuil OMS, on en a tenu compte dans un décret qui est venu préciser quelles étaient les possibilités de déroger à la mise en place d'une zone à faible émission. Et donc, c'est dans ce cadre que 2 dispositifs complémentaires ont été proposés. Le fait de déjà respecter les seuils OMS,
Donc, de déjà attendre des conditions sanitaires qui sont tout à fait acceptables. Et d'autre part, la possibilité de mettre en place des actions alternatives qui sont aussi efficaces qu'une zone à faible émission. Et donc, une deuxième question. Ouais, oui, il y avait une question sur les mesures. Enfin, il y a pas mal de questions sur les mesures de contrôle, les systèmes de contrôle automatisés et à partir de quel moment elles vont se mettre en place. Il y avait une question donc, sur la métropole de Lyon. Alors, une personne a répondu premier semestre 2025 au mieux. Je ne sais pas, Floriane, si vous avez d'autres informations par ailleurs. Et il y a la même question concernant métropole de Bordeaux également, sur ce calendrier de mise en place des contrôles. Et une question qui est associée, est-ce qu'il y a une obligation de contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle systématique et qui en est responsable? Est-ce que c'est la police? Est-ce que ce sont les agglomérations ou les métropoles? Oui, alors sur ce sujet du contrôle, l'État a lancé un marché avec l'UGAP pour développer des équipements de contrôle automatisés. Et actuellement, ce marché a pris un peu de retard et devrait être disponible, la mise à disposition d'un catalogue pour commander, pour permettre aux collectivités territoriales de commander des équipements de contrôle automatisés devrait être disponible fin 2025. Et sur l'obligation de contrôle, c'est la collectivité en charge de mettre en place la ZFE qui définit sa stratégie de contrôle. Elle n'a pas l'obligation de mettre en place de contrôle automatisé. Très bien. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou pas? On va peut-être enchaîner avec la deuxième séquence. On reviendra éventuellement, s'il nous reste quelques minutes en fin de webinaire, on pourra revenir sur des questions sur la mise en œuvre ou les points de mise en œuvre de la réglementation. Il n'y a pas de problème. Merci Floriane. Je vous propose de passer à une deuxième séquence et de nous tourner vers les collectivités pour voir comment justement elles se sont saisies de ce sujet des ZFE, de l'accompagnement des publics fragiles et souvent pour répondre à des inquiétudes qui sont exprimées sur les conséquences sociales de l'impact des ZFE exprimées par les habitants au cours des concertations. Et on accueille Camille Rieux, chef de projet ZFE à la direction de la transition énergétique et de la qualité de l'air à Grenoble-Alpes Métropole, et Nicolas Boer de l'unité d'accompagnement et de développement des nouvelles mobilités du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, le SMAG. Alors, comment s'organise? Vous avez mis en place à Grenoble des parcours d'accompagnement. Comment s'organisent ces parcours d'accompagnement pour la ZFE de Grenoble? Et avec ce point commun, je crois que vous allez nous présenter, qui est le passage obligé, en quelque sorte, par un entretien avec un conseiller mobilité. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on parle de la zone à faible émission qui a été mise en place sur le territoire de la métropole de Grenoble. Et en effet, on va présenter ça à deux voix avec mon collègue Nicolas Boer. Alors, en préambule, je veux dire une énorme banalité, mais c'est vrai qu'avec la zone à faible émission, on est au cœur sans doute de ce qui est la question du siècle, c'est-à-dire comment on va trouver un équilibre entre la transition écologique et la justice sociale, c'est-à-dire que d'un côté, on a des données très claires qui illustrent les impacts sanitaires de la pollution de l'air. On a des maladies cardiovasculaires, respiratoires, des augmentations du risque du cancer, on a des morts, et par ailleurs, il y a une surexposition des foyers défavorisés, donc c'est une première partie du problème. Et en face de ça, on a une politique publique qui cible les véhicules, particulièrement les véhicules les plus anciens, dont on sait, quand on regarde en face les données statistiques, qui sont majoritairement possédés par les foyers à plus bas revenus. Et tout ça dans un contexte dans lequel la vulnérabilité énergétique de mobilité tend à croître, les véhicules sont de plus en plus chers, y compris peut-être même surtout dans le marché de l'occasion, le carburant est de plus en plus cher. Donc c'est ça le sujet auquel on est confronté. La question est banale, il n'y a pas une réponse magique évidente, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça appelle à beaucoup de travail, ça appelle à beaucoup de moyens et sans doute aussi à beaucoup de modestie. Donc, on va essayer de vous illustrer le chemin qu'on cherche à emprunter.
On n'est pas à la fin, on n'est sans doute même pas au milieu, on est vraiment qu'au début, donc beaucoup de modestie. Et ben ça, je l'ai dit, santé, qualité de l'air, premier sujet. La question, les véhicules les plus anciens ciblés par la zone à faible émission sont surtout possédés par les foyers les plus défavorisés. Ces données, elles sont connues, elles ont été beaucoup partagées. Je vais bien prendre 2 secondes sur cette diapositive-là. La manière dont la métropole et donc le SMAG, qui est l'AOM du territoire, qui est représenté par mon collègue Nicolas, la manière dont on a pris le sujet, c'est d'abord de commencer par beaucoup d'études et après beaucoup d'études, faire une grande concertation. Et je pense qu'on a commencé à vraiment réfléchir le truc et à le regarder en face à partir du moment où on a commencé à collecter la parole des habitants. Donc ça me paraît vraiment une étape indispensable. C'était bien la diapo d'après, elle était très bien. Merci beaucoup. Donc la concertation, c'est un point de départ sans doute indispensable et complémentaire des études. Et ce qu'on a appris et ce qui a fixé le cap de la métropole, et plutôt les 3 éléments de ce cap-là, c'est les 3 éléments qui sont dans le premier bloc de la diapositive, c'est-à-dire que les objectifs qu'on s'est fixés, c'est 1, d'être extrêmement attentif aux impacts sociaux. Deuxièmement, donc je l'ai dit, ça va de soi, c'est dans le cœur de la conception de cette politique publique. Deuxièmement, la zone à faible émission et son dispositif d'accompagnement ne doit pas imposer absolument le renouvellement des véhicules qui roulent peu. C'est-à-dire que la zone à faible émission, c'est pas son principe, c'est pas de chercher absolument à aller détruire des véhicules qui roulent encore. La transition écologique, pour nous, c'est avant tout un sujet de mobilité, c'est pas un sujet de technologie et d'aller balancer des voitures qui roulent. Donc, ce truc est extrêmement important. Et donc, une voiture qui roule peu, quand bien même elle est critère 5, c'est OK avec la zone à faible émission de la métropole de Grenoble. Et troisième sujet qui, lui aussi, est un truc qui est assez évident et qu'il faut vraiment regarder en face, c'est que sur la plupart de nos territoires, les métropoles concentrent la plupart des grandes fonctionnalités des bassins de vie, c'est-à-dire la santé, l'emploi, les administrations, les centres de formation, les commerces, le loisir, la culture, etc. Et donc, il n'est pas question pour la métropole de venir s'enfermer dans une espèce de tour, dans une forteresse qui viendrait couper ses échanges avec les territoires voisins et l'accès à ces grandes fonctionnalités. Donc ça, c'est les 3 objectifs que la métropole poursuit et a en tête à chaque étape de la conception et de la mise en œuvre de la zone à faible émission. Et donc, pour faire ça, et c'est ça qu'on va vous présenter assez rapidement, c'est 1, on a fait le choix d'un cadre réglementaire qui est flexible, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc qui est carré, qui est une espèce d'escape game dans lequel il faut aller craquer le code de la porte pour s'en sortir, mais dans une réglementation qui est flexible et un accompagnement qui a une forme d'ambition. Et au-delà du cœur de l'accompagnement et des dispositifs qu'on a construits, on est aussi venu, et c'est ça qu'on cherche à faire, construire toute la machinerie qui permet de donner accès à ces droits. Donc, on construit des droits, on construit des guichets et des parcours, mais il faut aussi venir construire une machine et un système qui permet de venir accéder à ces droits qu'on a construits. Voilà pour ce très long préambule. Après, je vous promets d'aller plus droit au but. Diapositive suivante, juste pour illustrer. Diapositive suivante, encore, super. Juste pour illustrer le principe de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une réglementation qui est flexible. Donc, les véhicules concernés, le calendrier, OK. En bas à gauche, vous voyez qu'il y a un paramètre de notre zone à faible émission qui est un peu atypique, c'est-à-dire que cette zone à faible émission, elle n'est pas permanente, elle n'est pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais elle n'est active qu'en semaine et en journée, c'est-à-dire que le week-end et en soirée, quel que soit votre véhicule, vous pouvez circuler dans la zone à faible émission. Ça a des fonctions à la fois pour les habitants de l'intérieur de la zone à faible émission qui, pour des usages le week-end, peuvent utiliser leur voiture comme ils l'entendent. Et ça a aussi une fonctionnalité pour les habitants des territoires voisins qui peuvent accéder au territoire et à ces fonctionnalités, particulièrement le week-end. Première flexibilité. Deuxième flexibilité, quand on observe la carte, c'est qu'on a un périmètre qui est vraiment de cœur urbain, qui vient englober la majorité de la population de la métropole. Mais à l'intérieur de ce périmètre qui est dessiné en jaune, vous voyez que tous les axes gris, qui sont les axes structurants, ils sont exclus du périmètre. C'est-à-dire que la zone à faible émission ne s'applique pas sur ces axes-là, qui sont notamment les voies rapides urbaines. La raison de ces exemptions d'axes, c'est 1, de permettre un accès permanent pour les habitants des territoires voisins aux grands hôpitaux de la métropole. Donc, on peut accéder de manière permanente à ces hôpitaux. Et deuxièmement, ces axes exemptés permettent d'accéder de manière permanente à tous les parkings relais qui sont localisés à l'intérieur de la zone à faible émission. La logique, c'est de se dire que c'est bien beau de se dire que la zone à faible émission, c'est un sujet de mobilité,
Et pour permettre aux habitants des territoires voisins de changer de mobilité, il faut leur permettre de commuter de leur voiture vers d'autres modes, que ce soit vélo, TC, etc., etc. Donc l'accès au parking relais est un truc qui est essentiel, sans quoi on vient les piéger dans une obligation de renouveler leur véhicule. Deuxième flexibilité. Et la troisième flexibilité, c'est un ensemble de dérogations. Je ne vais pas faire l'inventaire, mais pointer notamment le sujet du pass ZFE. Donc, Floriane l'a évoqué, c'est en place sur la plupart des territoires. On a une dérogation qui est un peu plus spécifique, qui est une dérogation pour les travailleurs en horaire décalé. La logique est assez évidente, je n'explicite pas. Et il y a une dérogation qui n'existe que dans la zone à faible émission de la métropole de Grenoble, qui nous paraît un truc assez évident, tant du point de vue social que du point de vue de la transition écologique. C'est une dérogation petit rouleur, c'est-à-dire que si vous roulez moins de 5000 km par an, vous avez le droit de rouler avec votre véhicule, quel que soit son critère. La logique sociale, elle est assez évidente, et la logique environnementale, elle l'est aussi, c'est-à-dire qu'un véhicule qui roule peu, il n'y a pas tellement de sens, s'il roule encore, il n'y a pas tellement de sens d'aller le foutre à la casse. On a le droit de continuer à l'utiliser dans la zone à faible émission. Quand on regarde les dossiers, qu'on essaye d'interpréter les dossiers de demande qu'on reçoit, le scénario typique, la demande typique, c'est personne âgée qui utilise son véhicule pour aller faire les courses une fois par semaine. La voiture roule 2500 km par an. En matière de transition écologique, ça n'a aucun sens d'aller tordre le bras de cette personne-là pour aller la mettre sur un vélo, sur des TC ou pour qu'elle s'achète une nouvelle voiture. Et du point de vue social, il y a une logique complètement évidente de la mettre en dérogation. Donc, il y a un système flexible sur les horaires, sur le périmètre, sur les dérogations, pour essayer de faire que la zone à faible émission ne soit pas une espèce de piège dans lequel il soit impossible de se sortir, mais bien un machin qui offre des portes de sortie. Ça, c'est pour la partie cadre réglementaire. Et en face de ce cadre réglementaire flexible, il y a tout le sujet de l'accompagnement. Et je laisse la main à mon collègue Nicolas Boer. On ne t'entend pas, Nicolas. Ton micro est coupé. On t'entend légèrement. C'est mieux là ou pas? Parfait. Super. Désolé. Alors bonjour à toutes et tous déjà. Donc comme le disait Camille, effectivement, en face de toutes ces contraintes que l'on a tenté d'assouplir au maximum, on a mis en face un système d'accompagnement et qui donc, comme on le voit sur le schéma, concerne pour l'instant uniquement que les habitants de la métropole grenobloise, donc les 49 communes. Donc c'est pas uniquement les personnes qui habitent dans la ZFE, c'est l'ensemble des habitants du territoire de la métropole de Grenoble. Et donc, ces personnes sont éligibles à un entretien ZFE, puisque c'est le nom qu'on lui a donné. Et c'est le passage obligatoire, effectivement, de passer en face d'un conseiller en mobilité pour pouvoir prétendre aux aides qui sont disponibles et qui sont proposées par la métropole de Grenoble, donc pour disposer d'un chèque, en gros, pour acheter un nouveau véhicule, et d'une aide au report ou au changement de mobilité que propose donc le syndicat des mobilités, qui lui se fait pour pouvoir pratiquer d'autres modes de transport sur le territoire. Et donc, ces aides sont conditionnées donc au fait d'avoir un véhicule, évidemment, qui est concerné par la zone à faible émission, d'habiter sur le territoire de la métropole, et dernière condition, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 22 989, si je ne dis pas de bêtises, Camille, c'est ça, je l'arrondis toujours à 23 000, mais je crois que c'est 22 989 €. Donc voilà, ça c'est les conditions, et donc vous voyez donc sur la diapositive, les aides peuvent aller jusqu'à 3 500 € pour les aides de véhicules. Là aussi, il y a une graduation en fonction des revenus, donc ça va de 2 500 à 3 500 €. Et vous voyez, pour l'aide au changement de mobilité, suivant, alors, je crois que c'est dans la diapo suivante, mais suivant le parcours que l'on choisit, ça peut aller de 1 000 à 3 000 € pendant 3 ans. Donc là, vous avez sous les yeux, alors ça peut paraître très complexe, pour les gens qui ont l'habitude des transports en commun, on dirait un joli plan de réseau de transport en commun. Il y a 4 possibilités de parcours, en gros, pour les personnes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin, qui est sans doute le plus simple, le parcours que vous devez voir en rouge ou en saumon. C'est le parcours qui correspond donc aux aides pour avoir renouveler son véhicule. Donc là, vous le voyez, et c'est le cas dans tous les parcours qui sont proposés. Donc, il y a le passage via l'entretien ZFE. Donc, pour expliquer très sommairement ce que c'est que l'entretien ZFE,
Il y a au préalable des éléments qui sont envoyés à notre prestataire, puisqu'on a confié cette mission à une SPL, donc la SPL MTA, qui est aussi l'exploitant du réseau de transport en commun de l'agglo grenobloise. Et donc, il faut envoyer au préalable des éléments pour pouvoir préparer cet entretien pour le conseiller. Et donc, le jour J, le conseiller explique décortique, j'allais dire, la vie familiale qui se fait autour de ce véhicule qui est concerné par la zone de la faible émission. Et le conseiller propose des alternatives, s'il y en a, et il y en a souvent, possibles autrement qu'avec la voiture, sachant que la voiture, en tout cas possédée, sachant que dans le panel, on peut aussi avoir d'ailleurs l'autopartage, qui est donc un plan B au cas où on ne puisse pas réutiliser son véhicule. Et donc, des préconisations sont faites au propriétaire du véhicule ou au foyer. Et à l'issue de cet entretien, la personne a un certain nombre de jours pour choisir, parce qu'effectivement, pour certains, ça peut être très engageant. Donc, il y a quand même un délai de réflexion. Et du coup, choisissent parmi les 4 parcours que vous avez sous les yeux pour pouvoir se décider, et notamment pour pouvoir savoir quelle aide financière il pourra prétendre. Et donc, une fois le choix est fait, effectivement, il est engagé dans un parcours, il peut plus faire marche arrière et changer de parcours. Donc, si on reprend du coup le parcours, le dernier, pour avoir une aide pour l'achat de véhicule, effectivement, il y a toute une instruction que l'on pourra expliquer si nécessaire pour pouvoir avoir cette aide pour renouvellement d'un véhicule, un véhicule compatible avec la zone à faible émission. Et les 3 autres parcours, c'est en fonction de si on abandonne le véhicule ou pas. Donc le parcours bleu, par exemple, qui est donc au milieu, si la personne décide de se séparer de son véhicule, c'est-à-dire de le mettre à la casse ou de le revendre, la personne bénéficie donc de 3 000 €, donc 1 000 € par an pour l'ensemble du foyer, hein, c'est pas pour une personne, c'est pour l'ensemble du foyer. Et cette somme peut être utilisée sur l'ensemble des services de mobilité qui sont présents sur le territoire. Donc ça va du service de location de vélo au transport en commun, et je mets des S à transport en commun, c'est-à-dire qu'il y a également le TER, le réseau interurbain et évidemment le réseau urbain. On a de l'autopartage et on a même le système en libre service de trottinettes et de vélos disponibles sur le territoire de l'aire grenobloise. Donc là, ils ont possibilité pendant 3 ans, à raison de 1 000 € par an, d'utiliser tous ces services. Et vous voyez, alors on n'est pas encore dans ce cas-là, puisque comme disait Camille, en fait, on vient juste de partir à l'aventure. Donc d'ici quelques mois, les premiers qui sont rentrés dans le dispositif auront un entretien intermédiaire pour pouvoir débriefer, pour pouvoir savoir s'il y a des difficultés, il y a des blocages, et après pourront bénéficier des 2 000 € restants. Et puis les 2 premiers parcours qui sont fusionnés au départ. Donc une personne qui souhaite garder son véhicule pour diverses raisons, effectivement, comme le disait Camille, parce qu'il l'utilise le week-end, parce qu'il est petit rouleur, parce qu'il a diverses dérogations possibles, peut quand même bénéficier pendant 1 an d'une aide qui peut aller jusqu'à 1 000 € et toujours pour son foyer. Et là, par contre, c'est calcul au plus juste. Donc ça, c'est le conseiller qui fait ce calcul-là, au plus juste des besoins du foyer. Et ce calcul au plus juste est fait pour pouvoir bénéficier de l'équivalent de la gratuité des transports en commun pendant 1 an pour l'ensemble du foyer, sachant que c'est plafonné à 1 000 €. Et là, en fait, c'est uniquement pour le réseau de transport en commun ou pour le service de location de vélo. Il n'y a pas un accès à tous les services de mobilité du territoire. Et donc, à l'issue de la première année, là aussi, vous voyez qu'il y a cet entretien qui est prévu. Et là, les personnes ont le choix de faire leur rattrapage et de bifurquer vers le trait bleu, donc c'est toujours le trait orange, mais pour autant, s'ils décident de se séparer de leur véhicule, pourront bénéficier du coup de 2 années supplémentaires, donc 2 fois 1 000 € et revenir donc à l'explication que je vous ai fournie sur les services de mobilité, l'accessibilité à tous les services de mobilité. Par contre, s'ils décident de conserver leur véhicule, ils sortiront du dispositif tel qu'il est prévu. La petite originalité qui nous a pris pas mal de temps, c'est que ces aides, notamment les aides au changement de mobilité, donc les 3 parcours dont je viens de parler en dernier, se font au travers d'une carte bancaire. C'est-à-dire qu'on délivre une carte bancaire aux foyers qui ont fait le choix de ces 3 parcours de changement de mobilité, et soit on charge le montant exact pour le parcours à 1 000 €, qui permettra d'aller ensuite acheter l'abonnement de transport en commun ou de louer un vélo, soit dans le parcours qui est en bleu, pourront utiliser tous les services de mobilité du territoire. L'avantage de cette carte, c'est qu'effectivement, on crédite la somme qui convient dessus, et surtout, on verrouille les vendeurs, c'est-à-dire qu'on a fourni à notre prestataire
l'ensemble des opérateurs de mobilité de territoire, et c'est-à-dire qu'avec cette carte, vous ne pouvez pas aller acheter des yaourts dans votre supermarché ou autre. On peut uniquement aller acheter des services de mobilité avec ce système de carte bancaire, ce qui permet en tout cas au moins de s'assurer que l'argent est bien dépensé dans les services de mobilité, et puis surtout pour la collectivité, si l'argent n'est pas dépensé, ça ne coûte pas à la collectivité. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette diapo-là. Je ne sais pas si tu veux reprendre la main, Camille, peut-être sur la communication. On peut aller au bout. On a 3 minutes encore ? Je prends ça pour un oui. Donc là, on vient de voir ça, c'est le cœur du dispositif d'accompagnement. Derrière, il y a des budgets, il y a des ETP, il y a des guichets. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que pour que ce dispositif puisse être mobilisé par tous, et particulièrement par ceux qui en ont le plus besoin, il y a besoin de venir construire un système périphérique à ce truc-là pour que chacun puisse venir accéder à ces droits qu'on a construits. Donc, je fais très vite et je ne vais surtout pas décrire les diapos, mais juste pour vous dire comment on a stratifié ce dispositif. Le premier niveau, c'est un truc complètement évident, mais c'est d'avoir un niveau de communication institutionnelle pour avoir un minimum de bruit de fond autour de la réglementation et des dispositifs et mettre à disposition à travers des outils classiques de communication ces informations. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de venir construire des guichets pour l'information de premier niveau et un accompagnement aux démarches. Donc ça, c'est pareil, c'est des numéros de téléphone, c'est des formulaires sur le site internet, mais c'est aussi des guichets physiques et des permanences physiques dans lesquelles on peut venir poser littéralement toutes les questions dont on a besoin, éventuellement se faire accompagner sur le plan numérique et administratif pour faire sa demande de dérogation, et éventuellement avoir des informations complémentaires suite à l'entretien ZFE. Donc derrière, là, c'est des ETP, ça qu'on vient compenser la dématérialisation de nos services en venant remettre des ETP et refaire des guichets pour venir donner le même accès aux droits à tous. Et le dernier niveau, c'est un niveau qui est plus en aller vers et dans la construction d'un réseau d'acteurs relais et dans notre capacité de venir délocaliser tous les services et les guichets qu'on a concentrés dans nos agences et de venir les délocaliser, faire du hors les murs dans les différentes communes du territoire. Je ne fais pas le détail, mais en gros, on a découpé chacun de nos services en offre de services qu'on peut venir transplanter et délocaliser dans les différentes communes. Et ce truc-là requiert de venir construire un réseau d'acteurs relais sur lequel on s'appuie pour venir faire ces actions hors les murs. Ça, c'est un énorme chantier et sans doute que c'est un des paramètres qui est essentiel pour faire effectivement fonctionner la machinerie d'accompagnement qu'on a bâtie. Voilà, merci à tous. Merci à tous les deux. Merci Camille et Nicolas pour cette présentation très riche. Je pense qu'on a bien compris la philosophie de départ et la construction des actions et la logique entre les différentes briques d'accompagnement qui sont très intéressantes. Et je ne doute pas qu'il y aura des questions de nos auditeurs en fin de séquence. On vous retrouve justement pour une session de questions-réponses tout de suite après. Et je vous propose qu'on s'intéresse à une autre métropole, une autre collectivité. Bonjour Zoé Fancho, vous êtes chef de projet ZFE à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc là aussi, on va s'intéresser avec vous aux dispositifs qui ont été mis en place à l'Eurométropole pour aller en particulier accompagner vers les mobilités alternatives à la voiture, et en particulier, vous nous parlerez des actions qui ont été mises en place pour accompagner les habitants des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, qui, on le sait, ont des caractéristiques de mobilité particulières et sur lesquelles on pourra revenir. Et on fera une session de questions-réponses à l'issue de votre intervention. Oui, alors merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer, je peux vous présenter rapidement le contexte de la zone à faible émission de l'Eurométropole. Donc, on a une zone à faible émission qui couvre tout le territoire métropolitain, c'est-à-dire les 33 communes, et elle cible tous les types de véhicules. Donc, ça va des 2-3 roues motorisées jusqu'aux poids lourds. Ce qui veut dire que si on est un particulier ou un professionnel, on est concerné par la ZFE. On fait partie des territoires ZFE, donc on suit
le calendrier de la loi climat, c'est-à-dire les critères 5 et les véhicules non classés ont été interdits en janvier 2023. Là, au 1er janvier 2024, ce sont les critères 4 qui sont ciblés. En 2025, ce sera les critères 3. Et la collectivité a aussi pour ambition d'interdire les critères 2 en janvier 2028. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit par Grenoble. On a donc un enjeu qui est donc d'allier un air sain pour toutes et tous, et aussi de garantir un droit à la mobilité pour tous les habitants de la métropole, mais aussi des personnes qui résident en dehors. Et donc, voilà, on a un double enjeu donc, qui est d'allier donc santé et déplacement, tout en sachant que souvent ce sont les personnes les plus précaires qui ont une double pénalité, puisque ce sont les personnes qui sont souvent les plus exposées à une mauvaise qualité de l'air, qui ont donc des impacts sur leur santé, mais qui auront aussi plus de difficultés à se mettre en conformité avec la réglementation des zones à faible émission. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour accompagner les habitants de la métropole, l'Agence du climat de l'Eurométropole a mis un conseil en mobilité en place. Le conseil en mobilité, c'est un échange personnalité entre un conseiller et une personne qui peut venir présenter sa situation personnelle. Et il y aura différentes solutions qui lui seront présentées. Donc, ça peut être des itinéraires cyclables, présenter des plateformes de covoiturage, l'autopartage. Et les conseillers en mobilité de l'agence peuvent aussi présenter les aides qui sont proposées par la métropole, mais aussi par l'État. Et ça permet vraiment à la personne donc, de rentrer dans le détail des aides concernant sa situation spécifique, donc le type de véhicule dont elle a besoin, ses ressources financières, etc. Et donc, en fait, depuis sa création en novembre 2021, l'Agence de climat connaît un nombre croissant de rendez-vous pour un conseil en mobilité qui sont pris. Aujourd'hui, ils ont fait plus de 4000 rendez-vous. Et on sait qu'un quart de ces rendez-vous ont été pris par des personnes qui résident en quartier prioritaire de la ville. À droite, vous aurez la présentation, mais on voit la répartition au sein des différentes strates de RFR selon le lieu d'habitation, donc QPV et hors QPV. Et on a cette même répartition pour les véhicules et leurs vignettes critères. Et donc, on voit que parmi les personnes rencontrées par l'Agence du climat, il y a une surreprésentation de propriétaires de véhicules critères 5 et critères 4 qui résident en QPV par rapport au reste de la population. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour accompagner la zone à faible émission, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place par l'Eurométropole, notamment un dispositif d'aide. On a une aide à la conversion pour le remplacement d'un véhicule, donc un véhicule qui est à terme interdit par la ZFE, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui est propriétaire d'un véhicule qui est déjà interdit ou d'un véhicule qui va l'être pourra faire une demande d'aide pour acquérir un véhicule critère 1 ou 0 qui peut être acheté neuf ou d'occasion. La collectivité a fait le choix d'autoriser l'achat de véhicules critère 1 pour les 3 catégories de revenus et pas que les catégories ayant des revenus plus faibles. Les aides vont de 2 000 € à 4 000 € et ces aides peuvent être cumulées avec les aides nationales. Aujourd'hui, on a attribué plus de 1800 aides, ce qui correspond à un budget de plus de 5 millions d'euros. À gauche, sur le camembert en vert, on voit la répartition des bénéficiaires d'aide à la conversion par rapport à leurs revenus.
on voit que les personnes qui ont des revenus entre 6 000 € et environ 14 000 € sont majoritaires et représentent à peu près 40% des demandes d'aide. Mais on a aussi la strate 1, donc des personnes qui ont un RFR par part inférieur à 6 000 €, représentent un tiers des demandes. Et la strate 3 représente aussi à peu près un tiers des demandes. Et du coup, avec ça, on voit qu'on a quand même différents profils qui viennent demander ces aides. En ce qui concerne les véhicules qui ont été cédés pour bénéficier de ces aides, la grande majorité ont été des véhicules critères 3. Ça, on peut l'expliquer par le fait que les critères 3 sont majoritaires dans le parc, mais aussi c'est des personnes qui viennent anticiper l'interdiction qui aura lieu en janvier 2025. En 2023, on avait fait une expérimentation de microcrédit pour acheter un véhicule propre pour venir accompagner les personnes qui sont exclues du système bancaire classique. Et on a vu qu'en fait, il est assez compliqué d'obtenir un microcrédit parce qu'il faut à la fois avoir obtenu un refus un prêt automobile de la part d'une banque, on va dire, classique, et à la fois, il faut avoir une capacité de remboursement qui est suffisante pour obtenir ce microcrédit, ce qui vient exclure beaucoup de personnes. Et donc, cette année, on souhaiterait expérimenter l'avance des aides par la métropole, parce qu'aujourd'hui, les personnes doivent fournir une facture pour bénéficier de l'aide, ce qui veut dire que la personne doit avoir avancé la totalité du coût du véhicule. Donc, on souhaiterait inverser cela en travaillant avec des concessionnaires et avec d'autres organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement financier de ménages plus précaires pour pouvoir inverser cette procédure. Rapidement, on a une autre aide qui s'appelle le compte mobilité. Il s'agit d'un porte-monnaie numérique qui peut être dépensé dans des mobilités alternatives sous condition d'avoir cédé un véhicule qui est à terme interdit par la ZFE. Donc, on n'a pas fait le même choix que Grenoble, on n'a pas pris une carte prépayée. C'est une application avec un QR code qui est reconnu par différents opérateurs de mobilité du territoire pour s'assurer que les dépenses sont bien faites pour les déplacements du quotidien. Et donc, dans ce compte mobilité, on a pu référencer différents vélocistes, les abonnements de transport en commun, on a l'autopartage, les vélos en libre service, et c'est une offre qu'on cherche à continuer d'étouffer. C'est une aide qui est moins demandée. Aujourd'hui, on compte 120 comptes mobilité sur le territoire. Et on peut utiliser ce compte mobilité pendant 3 ans, et tous les membres du ménage peuvent en bénéficier. Concernant les profils des bénéficiaires, donc c'est majoritairement des personnes qui résident à Strasbourg et moins en première ou en seconde couronne, et on retrouve majoritairement la strate 2 et 3 de RFR par part. La strate 1 est moins représentée. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'année dernière, on a décidé d'aller plus loin en termes d'accompagnement auprès des habitants de QPV. On a eu une longue campagne de communication. Donc, ça a été de la communication plutôt classique dans la presse, différents médias, etc. Et on a vu qu'en fait, à force de communiquer toujours de la même manière, on touche les mêmes personnes. Et donc là, l'idée, c'était d'aller chercher des habitants qui sont plus éloignés de la communication classique pour qu'ils connaissent la ZFE, les enjeux de qualité de l'air, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, l'impact que la qualité de l'air peut avoir sur la santé, mais aussi tout l'accompagnement qui est proposé dans le cadre de cette ZFE.
On a donc travaillé avec l'association Mobilex, qui était une association qui était déjà implantée dans le territoire et qui est spécialisée dans l'insertion professionnelle à travers la mobilité. Et donc, il faisait déjà des choses avant la ZFE, par exemple pour aider les personnes à passer le permis, à y gérer une garage solidaire, etc. Et cette association est venue vers la collectivité en proposant d'élargir leur mission à la mobilité qui est moins polluante et décarbonée. Et on a donc lancé une expérimentation dans les 4 QPV où l'association était déjà présente. L'association a recruté 4 personnes en insertion professionnelle et ces personnes ont été formées sur les sujets de la ZFE et la qualité de l'air et sont allées à la rencontre des habitants de dans ces 4 QPV. Il y a environ 1800 personnes qui ont été rencontrées et 1300 personnes ont accepté de répondre à un questionnaire. Et ce qui en ressort, c'est que la grande majorité des personnes connaissaient les vignettes critères, mais une grande majorité des personnes ne connaissaient pas totalement la ZFE. Donc, il y avait des personnes qui ne la connaissaient pas du tout et d'autres personnes qui avaient des informations qui étaient erronées. Ce qui vient souligner l'intérêt d'aller vers les habitants dans différentes parties de la ville pour parler de la réglementation qui est en place et qui est à venir. Et aussi, on a pu échanger avec les personnes qui sont motorisées par rapport à leurs vignettes critères. Et encore une fois, on voit que c'est dans ces quartiers-là qu'on trouve les véhicules les plus anciens et qui sont donc plus rapidement ciblés par les ZFE. On peut passer à la slide suivante. Alors, à la fin de l'année dernière, on a répondu en partenariat avec l'association Mobilex et l'Agence du climat à l'appel à projet Teams, donc Territoire Inclusion Mobilité Sobriété. C'est l'appel à projet dont Floriane parlait tout à l'heure. Et dans notre projet, on a présenté plusieurs axes pour aller plus loin en termes d'accompagnement des personnes les plus précaires en termes de mobilité. Donc, on a choisi de disséminer l'opération d'ambassadeur de mobilité que je viens de vous présenter, dans l'objectif de couvrir la majorité des QPV de la métropole en 3 ans. Et on a créé des liens plus étroits entre l'association Mobilex qui fait la partie terrain et l'Agence du climat qui délivre des conseils en mobilité on va dire, plus approfondie pour qu'en fait, les personnes qui sont rencontrées par Mobilex sur le terrain aient des créneaux réservés à l'Agence du climat pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous rapidement s'ils le souhaitent. Et il y a aussi la possibilité que l'Agence du climat se déplace dans le QPV, dans un local qui est bien identifié par les habitants pour tenir des permanences. Et cette opération elle permettra aussi, par exemple, de faire connaître la tarification solidaire des abonnements de transport en commun que propose la métropole, puisqu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes ne font pas recours à leurs droits, souvent par méconnaissance des dispositifs. Et l'autre axe, c'est un accompagnement au changement de pratique de mobilité. C'est une nouvelle expérimentation qu'on souhaite mener puisqu'on a vu que pendant la partie sensibilisation à la ZFE dans les QPV, si la personne n'était pas motorisée ou qu'elle était propriétaire d'un véhicule qui n'était pas ciblé par la ZFE, l'échange était rapidement écourté. Et donc là, on souhaiterait proposer un dispositif où on peut accompagner plus de personnes, parce que voilà, on sait que dans les QPV, les taux de motorisation sont aussi plus faibles, mais qu'il y a des enjeux de mobilité pour faire connaître donc, toute l'offre de mobilité. Donc voilà, souvent en QPV, les mobilités sont moins polluantes que se déplacer en voiture, mais on pourrait faire un travail, par exemple, sur la connaissance de l'offre de la métropole, par exemple, tarification solidaire, les vélos-écoles, les ateliers d'autoréparation de vélos, etc. Et donc, on souhaite acquérir un outil qui est basé sur des leviers psychosociaux qui permettent d'apporter des arguments en fait qui vont faire écho à la personne. Donc, si la personne vient donner, par exemple,
un frein qui peut être, par exemple, un frein financier pour son abonnement de transport en commun, à ce moment-là, on viendra plutôt donner des arguments financiers pour d'autres mobilités. Et s'il y a donné une autre raison, on viendrait apporter d'autres arguments. L'idée, c'est que vraiment, chaque personne s'y retrouve individuellement dans le changement. Et en fait, l'accompagnement est construit sur des éco-gestes. Donc, en fait, c'est comme des choses à faire. Donc, en fait, la personne va choisir 3 éco-gestes qu'elle souhaite tester. Et quand elle les réussit, on va de plus en plus loin dans l'accompagnement. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'en fait, on peut le paramétrer par rapport à l'offre de la métropole, mais aussi l'offre du quartier. Donc, si par exemple, il y a une vélo-école qui est dans le quartier, et ben, on peut mettre l'adresse, le nom, etc. pour vraiment accompagner les personnes. Et donc ça, c'est un outil qu'on souhaite expérimenter dans 2 QPV du territoire, un en 2024, l'autre en 2025, et on souhaiterait aussi l'expérimenter auprès d'agents de l'Eurométropole qui travaillent sur des sites qui sont peu desservis en transport en commun, qui ont des horaires décalés et qui sont donc plus dépendants de la voiture et qui sont moins touchés par la communication interne en termes de mobilité. Et si cette expérimentation a de bons résultats, on pourra donc, pareil, la disséminer dans différentes zones d'activité. Donc voilà, juste rapidement pour conclure, là on mène plusieurs expérimentations en même temps et d'une année à l'autre, on vient voir ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas été optimal et on vient les adapter d'une année à une autre et en fait une expérimentation peut donner suite à une autre pour aller plus loin en termes de mobilité inclusive. Merci beaucoup Zoé pour cette présentation et ces dispositifs là aussi très, très complets, très, très intéressants. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, peut-être du côté de nos participants. Sandrine? Oui, effectivement. Et Nicolas. Il y a pas mal de questions hein, sur les 2 territoires. Peut-être pour commencer sur Grenoble, il y a eu pas mal de questions toujours sur ce sujet du contrôle. Quels sont les moyens de contrôle et qui opère ce contrôle, notamment sur le forfait petit rouleur que vous avez évoqué, cette idée de moins de 5000 km. Est-ce qu'il y a un système de contrôle ou est-ce que ça repose exclusivement sur du déclaratif et qui opère ce contrôle? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est un dispositif qui est externalisé? Alors sur le sujet des dérogations, donc les dérogations, c'est la logique des ZFE sont inscrites dans l'arrêté ZFE qui est signé par le président de la métropole et ensuite ces dérogations pour les demander, il faut se rendre sur une plateforme numérique et effectivement, pour chacune des dérogations, il y a un certain nombre de pièces à justifier. Parfois, c'est extrêmement simple et parfois, il faut produire une carte grise ou une pièce spécifique. Et en effet, derrière cette plateforme numérique, il y a bien un instructeur qui vient instruire chaque demande. Et donc ça, c'est bien des ETP qui sont affectés du côté de la métropole pour venir contrôler l'éligibilité de l'usager. Et pour contrebalancer la dématérialisation de ce service-là, il y a aussi les possibilités en guichet de se faire accompagner pour faire ça. Et pour répondre spécifiquement à la question, donc sur la dérogation petit rouleur, il y a 2 manières de justifier de son statut de petit rouleur, c'est-à-dire du fait qu'on roule moins de 5000 km par an en moyenne. Soit vous pouvez produire une attestation de votre assurance qui atteste que vous avez bien souscrit un contrat d'assurance petit rouleur moins de 5000 km. Donc ça, c'est le truc le plus évident. Et à vrai dire, si vous êtes effectivement petit rouleur, vous avez tout à fait intérêt à basculer de votre assurance classique à une assurance petit rouleur. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, il y a une petite opportunité. Et l'autre moyen de justifier de ce statut-là, c'est de produire les 2 derniers contrôles techniques. Et on s'assure qu'entre les 2 derniers contrôles techniques, vous avez roulé en moyenne moins de 5000 km par an. Voilà. Très bien.
Merci. Peut-être une question qui peut s'adresser aux deux territoires sur la question du cumul. Il y avait une question pour Grenoble sur la possibilité de cumuler les aides locales prévues par la métropole avec des dispositifs de leasing, par exemple, ou de microcrédit. Et même type de question pour Strasbourg, notamment sur l'avance des aides dont vous avez parlé, Zoé. Est-ce que cette avance sur les aides ne concerne que les aides prévues par l'Eurométropole de Strasbourg ou est-ce que ça concerne aussi des aides d'État comme le bonus écologique ou la prime à la conversion? Ok, alors le principe général, c'est que, donc là on parle uniquement aide au renouvellement des véhicules et vous avez bien compris que dans notre dispositif et comme dans celui de Strasbourg, je me permets de parler pour toi Zoé, on a bien des aides au changement de mobilité et des aides au renouvellement. Donc, sur le sujet des aides au renouvellement, le principe général, c'est que les aides locales, elles sont cumulables avec les aides de l'État, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher notre aide locale et ensuite aller au guichet de l'État via la ASP et aller chercher éventuellement un bonus éco, une prime à la conversion et tout ça est cumulable et c'est ça qui fait qu'une fois cumulé, les restes à charge sur certains types de véhicules se trouvent être extrêmement bas. Voilà. Sur la question spécifique du leasing social, je suis un peu réservé, on attend de voir comment le truc va sortir, mais en principe, il y a toujours une cumulabilité. Et je me permets aussi de répondre sur l'avance des dettes, parce qu'évidemment, c'est un sujet que Zoé a parfaitement bien expliqué. C'est un truc qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a des restes à charge qui sont très faibles, mais à la condition d'être capable de faire l'avance de trésorerie de l'ensemble de ces aides. Et une partie des publics qu'on cherche à aider sont incapables de faire ça. Donc, il y a un enjeu crucial d'être capable de mettre en place l'avance des aides. On travaille aussi ce sujet-là, et l'angle sous lequel on le travaille, nous, c'est de ne faire l'avance des aides que de nos propres aides. On n'envisage pas de faire l'avance de la totalité, comprenant aussi les aides de l'État. Voilà pour la situation côté Grenoble. Zoé, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, du coup, côté Strasbourg, effectivement, aujourd'hui, il y a quelques concessionnaires qui font déjà l'avance des aides de l'État. L'idée pour la métropole est de ne faire l'avance que de ses propres aides. Après, si on conventionne avec un même concessionnaire, il serait éventuellement possible pour la personne de bénéficier de 2 avances. Après, du coup, vient la question de la trésorerie du concessionnaire qui a forcément un enjeu à être remboursé rapidement s'il avance de nombreuses aides à la fois pour l'État et à la fois pour la collectivité. Aujourd'hui, on est vraiment au stade de l'étude et donc on souhaiterait d'abord commencer par conventionner avec les concessionnaires pour pouvoir avoir un système plus cadré. Mais on a aussi conscience que les personnes qui sont peut-être les plus susceptibles d'avoir besoin d'une avance des aides ont plus tendance d'acheter des véhicules entre particuliers, donc sur le Bon Coin ou par des connaissances, etc. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il faut aussi réfléchir à un système d'avance d'aide, mais on devra du coup travailler avec d'autres organismes financiers. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est vraiment au stade de l'étude. Est-ce que du coup, ce système d'avance d'aide peut être une solution pour des personnes qui sont exclues du système bancaire? C'était aussi une des questions. Et donc, ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement accès du coup au microcrédit ou au leasing social, est-ce que le fait d'avoir une avance peut résoudre au moins en partie cette question de l'exclusion du système bancaire et quand même donner accès du coup à une solution de mobilité? Alors oui, c'est en partie une solution parce que du coup, la facture de la personne serait réduite, mais elle aura forcément un reste à charge qui peut être diminué avec aussi les aides nationales, mais sachant que les collectivités et l'État n'ont pas forcément les mêmes critères et que les aides sont très orientées électriques du côté de l'État, sauf pour les personnes les plus modestes en termes de revenus, pardon. Donc oui, c'est en partie une solution, mais il y aura toujours un reste à charge, à moins de trouver un véhicule autour de 6 000 à 7 000 €. Ça existe, mais voilà, il n'y en aura pas partout sur tous les territoires pour tout le monde. Très bien. Peut-être une... Pardon, pour compléter. Dernière question rapide. Le schéma qu'on poursuit, c'est plutôt de venir cumuler, effectivement, parce que c'était dans votre question, en fait, de venir combiner l'avance des aides et le microcrédit pour venir se payer le reste à charge. En fait, sans doute que c'est ça le scénario qui permet de s'en sortir.
D'accord, très bien. On ne va pas pouvoir répondre aux autres questions. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'y revenir non plus. Peut-être les uns et les autres, si vous voulez répondre dans le chat aussi aux dernières questions là, sur les différents outils. Je vous laisse contribuer. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la dernière session avant la conclusion avec Jade Charbonnier, qui devrait nous rejoindre. Voilà, c'est fait. Vous êtes consultante, bonjour, vous êtes consultante chercheuse au cabinet Auxelia et vous allez nous parler d'un travail qui est en cours, l'exploration famille ZFE. Je rappelle que ce travail découle en partie des préconisations de l'étude Comment concilier inclusion et transition qu'avait réalisé le cabinet Auxelia en 2022 à la demande du laboratoire de la mobilité inclusive et qui soulignait notamment le manque d'information des publics sur les ZFE et le manque d'anticipation, ou en tout cas la nécessité d'anticiper les impacts sociaux des ZFE. Je vous laisse nous présenter les grandes étapes de ce travail. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après, du coup. L'objectif de cette exploration, c'est bien de pouvoir anticiper la mise en œuvre des zones à faible émission. Et donc, pour ce faire, on est accompagné par plusieurs partenaires. Donc, cette exploration, elle est cofinancée par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, par ses territoires d'accueil, donc Limoges Métropole, la métropole de Lyon et tout récemment La Rochelle Agglomération. On a aussi un partenaire en moyens humains et en accompagnement, c'est Bimove, qui est un acteur de la mobilité solidaire. Et on a aussi deux autres partenaires qui viennent en soutien en expertise et en communication. C'est le laboratoire de la mobilité inclusive ainsi que l'université Gustave Eiffel. Et c'est donc une exploration qui est portée par Auxelia. Donc on est une association de conseil en transition écologique et sociale. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc comme le rappelait Pierre, c'est une exploration qui prend sa source dans une étude que nous avions faite sur comment concilier inclusion et transition. Donc ça s'inscrit totalement dans ce qui a été dit précédemment. Et l'idée, c'était de montrer que les politiques de mobilité, les politiques de contrainte sur la voiture, et en particulier les zones à faible émission, sont vraiment à la croisée des tensions entre politique de transition écologique et justice sociale, et sont peu appréhendées par les acteurs locaux, d'où l'intérêt de lancer ce programme d'action recherche. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc ce programme visait donc à sortir du flou par un peu quatre étapes. Donc, tout d'abord, dresser une typologie des territoires concernés par la zone à faible émission, que ce soit à l'échelle nationale et sur un même territoire, d'être en mesure d'identifier des zones de vulnérabilité. Ensuite, identifier les publics pour qui l'arrivée d'une ZFE peut constituer un bouleversement au quotidien. Donner à voir une diversité de situations sociales en s'appuyant notamment sur les prescripteurs locaux. Et à partir de là, imaginer des solutions d'accompagnement ainsi que les collaborations nécessaires pour les mettre en œuvre pour permettre aux ZFE d'avoir les impacts écologiques qu'on leur prête tout en renforçant la justice sociale, donc notamment en évitant la surconsommation de véhicules neufs et en favorisant le report modal et la démotorisation. Le tout dans une optique de capitalisation. L'intérêt, c'est vraiment de favoriser le partage entre territoires et donc de formaliser des enseignements qui seront à même d'être partagés à l'ensemble des territoires concernés par une zone à faible émission. Donc, notre démarche d'exploration, elle concerne 3 territoires d'études, comme je le disais, la métropole de Lyon, la communauté d'agglomération de Limoges et la Rochelle Agglomération. Et l'idée, c'est de suivre une cohorte de 20 ménages sur chaque territoire. Donc, c'est une démarche qualitative avec une première phase de diagnostic, dont je pourrais vous parler un petit peu après, qui fait un état des lieux local et national, qui permet d'identifier des publics, de les recruter dans la cohorte et qui sera suivi ensuite par une expérimentation qui dure 6 mois, où on va suivre les ménages par une méthodologie qualitative, donc avec des focus group, des entretiens, etc. Et durant laquelle les ménages vont être en capacité d'expérimenter des solutions gratuitement et de bénéficier d'un conseil mobilité, voire même d'un accompagnement mobilité sur 6 mois pour les aider dans les changements de pratique et identifier les freins qui peuvent se poser dans les déplacements quotidiens. Dans le même temps,
Comme je le disais, on a toujours cet objectif de capitaliser, donc on lance notamment des webinaires, on écrit des articles et on accompagne aussi une thèse en chiffres. Donc, en fait, il s'agit de la mienne puisque je suis doctorante en urbanisme et en sociologie à l'université Gustave Eiffel et que je réalise une thèse sur la question de la justice sociale dans les politiques environnementales à partir du cas des zones à faible émission. Donc, on peut passer à la slide d'après, merci. Et donc, on a mené ce travail de diagnostic sur les territoires. Et l'enjeu, c'était d'identifier des zones de vulnérabilité au sein de chacun des territoires d'exploration et d'identifier des publics cibles pour le recrutement de notre corps. Donc, pour ce faire, on a croisé des données à la fois sur l'offre de mobilité présente sur le territoire ou même à venir et des données socio-spatiales, donc dans le contexte particulier de la ZFE. Donc, on a vraiment superposé des couches d'analyse, donc à la fois la répartition des véhicules anciens sur le territoire et des données sociodémographiques et d'offres de mobilité pour être en mesure donc, de déterminer ces zones qui nous semblaient plus vulnérables face à l'arrivée de la zone à faible émission. Donc voilà, je vous ai mis des extraits du diagnostic, mais en tout cas, on a réalisé donc, des cartes, ce qui nous a ensuite permis d'arriver à une détermination de zones de vulnérabilité. Donc on peut passer à la slide d'après. Comme je le disais, l'identification de ces zones, ça a été très intéressant. J'ai mis 2 extraits sur la métropole de Lyon et sur Limoges, et parce que ça nous a permis ensuite de faire une comparaison entre les territoires et d'être en mesure de déterminer des points communs. Donc, on a identifié 3 types de zones de vulnérabilité, à la fois les centres et les péricentres urbains, les couronnes périurbaines et les communes peu denses éloignées des centres urbains. Et donc, à chaque fois, dans ces 3 catégories, on identifiait donc des communes pour les centres et les péricentres urbains qui font face à des difficultés socio-économiques, donc notamment les QPV, et les communes qui sont avec des indicateurs sociaux moins élevés qu'ailleurs. Par exemple, sur Lyon, on a utilisé l'indice de défavorisation sociale et on le comparait à la répartition du parc de véhicules anciens. On a fait la même chose sur les 2 autres zones et ça nous a permis d'identifier des prescripteurs et des relais locaux et commencer à monter cet écosystème d'acteurs qui nous permettrait de recruter ces habitants pour faire partie du projet. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc le suivi des ménages. Donc sur chaque territoire, on a donc une cohorte de 20 ménages qui vont bénéficier de un peu 2 suivis différents en même temps. Donc un suivi mobilité qui commence par un diagnostic mobilité qui est réalisé par une MOVE qui permet d'identifier l'ensemble des déplacements du ménage à l'échelle de la semaine, même du mois, et de comprendre quels sont le niveau de compétence mobilité de chaque ménage, les freins qu'il peut y avoir à l'utilisation d'alternatives à la voiture individuelle. Et ensuite, le ménage commence à tester des solutions de mobilité qui sont adaptées à certains de ces déplacements, durant 6 mois. On fait un suivi régulier avec le ou la référente du ménage par le canal de communication qui est le plus adapté. Donc, par exemple, ça peut être un appel tous les 10-15 jours. Et ensuite, il y a un entretien de sortie qui permet d'envisager la suite après l'expérimentation et d'aider le ménage à pérenniser certaines solutions qui semblent plus adaptées pour lui. Et enfin, peut-être qu'on peut rester sur la slide d'avant, il y avait tout ce qui était l'ordre du suivi scientifique. Donc, pour chaque petite cohorte de ménage, il y a un entretien semi-directif à un moment du parcours du ménage. Donc, c'est un entretien approfondi pour comprendre les freins et les leviers au changement de comportement, aux contraintes qui pèsent au quotidien sur ces ménages qui sont concernés par la mise en œuvre de la ZFE. 2 focus group, donc c'est un entretien collectif qui rassemble l'ensemble des ménages de la cohorte, qui permet de comparer les points de vue, de se positionner par rapport à des normes, par exemple la norme automobile, et de bien comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur ces ménages qui sont concernés par la ZFE. Et ensuite, on voulait faire un entretien de bilan après l'exploration, donc par exemple 1 ou 2 mois après, pour voir quelles sont les solutions qui ont été pérennisées au final. Donc, on peut passer maintenant à la dernière slide. Donc, le lancement des expérimentations, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, on lance les expérimentations sur
sur les 3 territoires. Et donc, je vous ai donné un petit peu un exemple de ce que ça peut être une expérimentation pour un ménage. L'idée, c'est de bien décomposer l'ensemble des déplacements. L'idée, c'est pas de lâcher sa voiture sur tous les déplacements d'un coup, mais bien d'essayer de les séparer, faire ses courses, aller au travail, transporter un objet en courant, et pour chacun de ces motifs de déplacement, d'y associer un nouveau mode de déplacement. Donc, ça peut passer par la mise à disposition d'un vélo à assistance électrique, par exemple, et c'est associé à un accompagnement, notamment sur la formation sur le vélo, par exemple, d'apprendre à faire du vélo, etc. Donc, j'arrive au bout de mes 10 minutes et donc je peux répondre à vos questions si vous en avez. Et je voulais juste vous rappeler, si vous voulez en savoir plus, que nous faisons un webinaire pour aller un peu plus loin sur l'exploration le lundi 12 février. Et donc, si vous voulez y participer, il faut m'envoyer un mail. Voilà. Merci. Et peut-être, merci Jade. Et je compléterai en disant qu'il existe aussi un site internet, je crois, dont l'adresse est famille ZFE, famille au pluriel, ZFE tout accroché.fr, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et je vous ai tous mon adresse mail dans le chat. Oui, merci. Sandrine, on va prendre une question, s'il y a. Alors, il n'y a pas de question. Moi, j'en ai une, donc je vais la poser. Peut-être que Jade, vous avez mentionné ce point, mais j'ai peut-être raté l'information. Je voulais juste savoir, comme vous disiez que ça allait démarrer là, les premières expérimentations d'accompagnement, ça concerne combien de personnes, du coup, sur les premiers territoires? Alors, du coup, sur la métropole de Lyon et de Limoges, pour l'instant, ça concernera 15 ménages. Et du coup, on est en cours du recrutement des 5 suivants. Très bien, merci. Merci Jade. Merci. Il est temps de conclure notre webinaire. Et c'est Daphné Chamard-Terlinck que nous accueillons, qui a cette lourde tâche. Lourde tâche mais rapide. Vous êtes responsable de mobilité inclusive et durable au Secours catholique. Vous connaissez bien ces enjeux, ces sujets, ces enjeux des impacts sociaux, de la transition écologique, de par les publics que vous accompagnez au Secours catholique, en particulier la question des ZFE sur laquelle vous avez travaillé. Quelle est votre lecture à l'issue de ce webinaire? Qu'est-ce que vous retenez de ces interventions, des échanges que nous avons eus? Quels enjeux forts vous voulez nous rappeler? Oui, merci beaucoup Pierre. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer de le faire rapidement aussi pour tenir au mieux le timing, parce que j'imagine que tout le monde enchaîne un peu aussi. En tout cas, je pense que les présentations d'aujourd'hui ont bien mis en évidence que les ZFE, elles peuvent être soit un outil de justice sociale en faveur d'une mobilité plus accessible pour les plus précaires, soit au contraire, si elles sont malmenées, un piège qui se referme sur ces personnes. Et je trouve que les différentes présentations et surtout les dispositifs très innovants qui ont été présentés notamment par l'Eurométropole de Strasbourg et la métropole de Grenoble nous montrent qu'en fait, il y a des chemins possibles. En tout cas, on sait, les ZFE, ça cristallise depuis le début, les oppositions. C'est parfois aussi une excuse peut-être à l'inaction, pour dire il ne faut pas conduire à exclure les plus précaires des centres urbains, faute d'alternatives à la voiture ou d'avoir des moyens d'en changer. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est aussi ce qu'ont souligné les intervenants, c'est qu'en fait, les problématiques de mobilité pour les plus précaires, elles ne sont pas nouvelles. Les ZFE les ont mises en lumière. Le LMI travaille dessus depuis des années. Et je pense que il faut passer au-dessus des craintes qu'on peut avoir et en fait de faire des ZFE une véritable politique sur les territoires. Et pour ça, en tout cas, moi, en synthèse, ce que je me dis, c'est que pour que en fait, les ZFE soient bénéfiques, atteignent ces bienfaits en termes de santé publique, de transition écologique potentielle et de plus d'accès aux droits, il y a quelques conditions de mise en œuvre qui sont à respecter. D'une part, on voit bien que les agglomérations, elles ne doivent pas se contenter de simplement imposer un périmètre de ZFE, mais bien préparer la ZFE, organiser, planifier la ZFE. Ça a été dit, et je pense que ça, c'est vraiment fondamental, la ZFE, elle ne doit pas avoir comme unique finalité le remplacement d'un vieux véhicule par un véhicule plus récent.
mais bien de proposer un nouveau système de mobilité sur les territoires et notamment un système qui prend en compte la mobilité solidaire et inclusive. Ça, c'est vraiment un point qui me semble fondamental. Le deuxième, c'est bien sûr d'inclure les plus précaires dans la co-construction des ZFE et de mieux les faire connaître avec cette conviction que si on part des besoins des plus précaires, ce sera bénéfique pour l'ensemble de la population. On est là aussi sur un enjeu de bien commun pour l'ensemble des populations. Et comme on l'a vu à Strasbourg, c'est important aussi et à Grenoble d'innover dans les processus d'information et de concertation pour inclure cette parole. Je pense que les notions d'aller vers ont été bien rappelées aujourd'hui et ne sont absolument pas à négliger. Les quartiers prioritaires de la ville, les statistiques de l'Eurométropole le montrent. En fait, toutes ces personnes-là, elles sont très peu informées par les canaux habituels. Et donc, si on ne sort pas un peu de nos bureaux, eh bien, oui, on risque de passer à côté des problématiques des personnes en précarité. Inclure les plus précaires dans la co-construction, ça passe aussi par l'enrichissement des diagnostics initiaux, en prenant en compte les fragilités en termes économiques et de mobilité. Camille l'a bien rappelé, en fait, oui, il faut prendre le temps de ces diagnostics. Parfois, ça paraît un peu fastidieux, mais ça permet vraiment de cibler au mieux les dispositifs à mettre en place. Les zones à faible émission, elles sont encore très largement méconnues. Vous devez le vivre sur l'ensemble des territoires. L'étude présentée par Zoé le souligne. On le voit aussi, nous, dans l'étude qu'on avait menée en 2022, et on le voit toujours dans les accueils et nos équipes locales, il y a aussi cette réalité de l'articulation court terme, long terme pour les personnes qui sont dans la situation de précarité. Bien sûr qu'elles s'intéressent aux enjeux de transition écologique, à la santé publique, elles s'intéressent, tout le monde se dit j'aimerais bien que mon enfant, mes petits-enfants vivent dans un environnement respirable, et même pour soi. Mais il y a cette réalité qui est chaque jour suffit sa peine. Et donc, je fais comme je peux et je m'adapterai comme je peux. Et surtout, je verrai. Et je pense que ça, c'est aussi un point important, comme je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur le contrôle et sur la phase pédagogique. Et ça, c'est aussi à prendre en compte de se dire, en fait, on a toute cette phase de diagnostic, de concertation avant, mais aussi quand c'est mis en place, comment on fait attention à ces populations-là qui n'ont pas forcément toujours pu anticiper et qui se retrouvent à faire comme elles peuvent, comme en fait au quotidien sur l'ensemble des sujets qu'elles doivent jongler quand on est dans une situation financière ou autre, ou socialement précaire. Troisième point qui me semble important, c'est de proposer des alternatives viables à la voiture individuelle thermique. Je pense que là, on a eu des bons exemples qui nous montrent que si on n'assortit pas à la ZFE un vrai plan de transition des mobilités, si à chaque nouvelle étape de calendrier, on ne propose pas des nouvelles solutions, si on ne facilite pas les usages partagés de la voiture, et notamment dans les territoires moins denses, et en réinvestissant aussi sur des services de proximité, on passe aussi là à côté d'une opportunité d'avoir une ZFE vraiment accessible. Enfin, quatrième point, l'accompagnement financier de la mobilité à faible émission pour les plus précaires. On a beaucoup parlé des aides. Je pense que le sujet qui est vraiment devant nous, c'est la question du guichet unique et surtout de l'avance des aides, comme en témoigne l'Eurométropole de Strasbourg et les questions qui ont été posées. C'est un vrai sujet. C'est un sujet de non-recours extrême. Aujourd'hui, pour rappel, en France, le non-recours, il va entre 33 et 37%. Donc, il y a plus d'un tiers des personnes éligibles qui ne bénéficient pas des services et des aides auxquelles elles ont droit. Et on voit bien qu'on peut avoir le microcrédit, on peut avoir d'autres dispositifs. En fait, si on n'a pas des aides qui sont vraiment articulées, des dispositifs d'une part d'inclusion et d'autre part des dispositifs de transition qui ne sont pas articulés, de fait, on aura toujours des personnes qui continueront à acheter des véhicules sur le bon coin à 1 500, 2 000 euros, parce qu'en fait, elles n'ont pas d'autre choix. Et donc là, on passe à côté, il me semble, du potentiel de la ZFE. Enfin, on le sait, et ça a été aussi rappelé par Camille, la ZFE, elle ne concerne pas que le périmètre qui a été décidé par l'AOM, mais bien l'ensemble du territoire qui est dépendant de l'agglomération de par l'ensemble des services que va proposer cette agglomération. Or, on sait que les personnes qui sont en dehors des ZFE seront d'autant plus impactées qu'elles sont plus dépendantes de la voiture. Et on voit que globalement, les habitants des zones périurbaines et rurales ne sont pas forcément concertés et surtout, elles bénéficient de moins d'aides que les résidents des territoires des zones à faible émission.
Et donc là aussi, il s'agit aussi de vraiment articuler ces territoires, les territoires très urbains, périurbains, mais aussi ruraux, et de faire aussi une ZFE co-construite avec les communautés de communes aux alentours, qui est aussi un point fondamental pour travailler aussi cette articulation entre territoires. Voilà, donc vraiment pour conclure, je pense que tous les acteurs, tout ce que nous a été, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui montre bien que tous les acteurs, en particulier les collectivités et l'État, doivent vraiment se mobiliser dans la mise en œuvre des ZFE. Dans certains territoires, il faut se le dire, il va falloir rectifier le tir parce que là, on a eu des très bons exemples à Strasbourg, à Grenoble, très, très inspirants. Ce n'est pas le cas partout. Et donc, si on veut que la ZFE, elle soit vraiment bénéfique pour tous, elle doit vraiment avoir ce triple impact. D'une part, sur la qualité de vie et de santé de tous, sur l'empreinte écologique de nos déplacements, et d'autre part, bien sûr, sur la capacité de tous à se déplacer facilement. Merci beaucoup, Daphné, pour cette conclusion. Je vous remercie d'ailleurs toutes et tous, tous nos intervenants, pour ce webinaire d'aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui êtes fidèles à nos rendez-vous. Vous savez que nous vous ferons parvenir les liens, la présentation, les ressources qui ont été présentées et mentionnées. Merci bien sûr à toute l'équipe qui a préparé et organisé ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous le mardi 28 mai 2024 pour le prochain épisode 15, qui sera intitulé « Mobilité solidaire, une histoire de genre ». Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir.